bonjour à nos téléspectatrices, d'ailleurs les premières, téléspectateurs, une nouvelle édition de À Contretemps. C'est pas Contretemps tout court, c'est À Contretemps, avec des invités habituels, pas tous, mais les bons. J'ai pas dit les meilleurs, les très bons. Les fidèles. Les fidèles. Ma garde rapprochée. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour Christian, bonjour à tous. Une semaine, je voudrais signaler, je suis allée voir Don Giovanni, et c'est un opéra qui a été à l'Atrium, qui a été fait par Caribe Opéra, qui est une association qui regroupe des chanteurs lyriques antillais. Et donc vraiment c'est une production, il faut la saluer parce qu'il y a un mélange à la fois de voix, mais également il y a toute une catégorie de jeunes qui ont été intégrés, qui font de la danse, et ils ont d'abord joué en Guadeloupe puis en Martinique. Donc c'était vraiment Don Juan avec un côté antillais de Don Juan, mais on sait qu'effectivement on connaît, mais vraiment il faut saluer parce que ça a énormément de travail, quelque chose de qualité et que je salue. Frédéric Tally et Manuel Césaire font du bon boulot à l'Atrium, ça c'est incontestable. Christian, comment ça va? Très bien, très bien. Alors moi aussi, beaucoup de choses. Je vais essayer d'être succinct. Hier soir, j'ai participé à Richesse Caraïbe. C'est une jeune association qui est dirigée par Sabrina Ajax, qui reçoit des fonds Interreg et qui fait un concours de chansons caribéennes. Alors ça s'est passé au Parc Floral, c'est aussi patronné par l'OMDAC avec Yves-Marie Séraline, et puis il y a aussi un représentant de l'île de la Dominique qui était présent. Véritablement quelque chose de très sympathique, quoi, et puis voilà, qui manifeste une volonté de s'ouvrir sur la Caraïbe et de faire en sorte que l'interpénétration, l'interconnexion entre nos populations soit plus effective encore qu'aujourd'hui. D'autant plus que les fonds Interreg sont là pour ça. Absolument. Alors, deuxième chose, j'ai participé aussi hier soir à un hommage rendu à Céline Flériac par l'association culturelle Barel Copette, dirigée par Bernard Boulosier. C'était très touchant, c'était très, très sympathique également. Et puis, troisième chose, hier soir, s'est produit le groupe Begin Jazz Collective à Paris, dans la Seine-Saint-Denis, à la salle Gérard Philippe, dans le cadre du festival Africa Color. Africa Color, voilà, c'est ça. Et ça a été un succès extraordinaire. Comme d'hab. Absolument. Donc, l'occasion de dire aussi que le 26 janvier, Begin Jazz Collective sera à l'Archipel en Guadeloupe. Alors, mes amis guadeloupéens, venez voir ça parce que vous avez bonne musique. Mais on ne peut pas organiser quelque chose ici autour de cette date. Nous, on n'a pas d'argent. Si le Tropicatrium voudrait bien nous inviter, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre. Oui. Mais voilà, il faut trouver les fonds, puisqu'on n'a toujours pas fini de payer les frais du festival de cette année. Oui. On n'a toujours pas reçu toutes nos subventions non plus. Mais enfin bon, en tout état de cause, ça fonctionne toujours. Le groupe que nous avons créé il y a 2 ans et demi, là, aujourd'hui, continue, quoi, comme nous nous étions engagés à le faire. Voilà. Toujours sur cette même thématique du Begin Jazz Festival, nous avions abordé la dernière question. Je t'avais posé la question sans te prévenir d'une comparaison à faire entre notre festival Begin Jazz et puis le festival de jazz de la Martinique organisé par l'Atrium. Et après coup, tu m'as développé un argumentaire qui m'a semblé intéressant de porter. Qui m'a semblé intéressant de porter à la connaissance du public. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'avais dit d'abord que nous sommes un festival de promotion de jazz. Du jazz créole, du jazz antillais. J'ai noté les points. Je dis ça parce que historiquement, le festival de jazz du MAC, dans le temps, c'était un festival international. Donc nous avons voulu compléter en essayant de valoriser notre jazz à nous. Parce que bon, dans mon itinéraire professionnel, j'avais déjà observé qu'il y avait des précurseurs. On les a nommés Alain Jean-Marie, Paul Rosine, Pierre-Louis. Vous voyez, Eugène Delouche, tout ça qui pratiquait déjà un jazz antillais. Donc la volonté a été effectivement de promotionner le jazz antillais en complément, n'est-ce pas, du Festival international de jazz. Si tu veux, on le fait à 2 voix, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du festival, nous avons fait un tribut, un hommage à Stélio, un hommage à Mona avec Éric Pédurand, un hommage à Malavoie avec Maher Boran, et puis Tricia Evie. Et puis finalement, l'apothéose, c'est le Begin Jazz Collective. Deuxième point, tu m'as dit que le festival Begin Jazz a une sorte de code génétique, c'est un festival de découverte et de promotion. Absolument. On se risque sur les terrains incognita de la musique et qu'on peut faire, pas un bid, pas un échec, mais enfin bon, ça peut être limite à la limite. Absolument. Ben, on l'a concrétisé. Avec une part de risque. Tout à fait. On l'a concrétisé. Par exemple, Tricia Evie, la première fois qu'elle est venue en Martinique, c'est Begin Jazz.
par exemple. Daoudéline, cette année, ça a été, voilà, c'est aussi ça notre... Nicolas dans sa composition avec Nicolas les jeunes, aussi avec les jeunes, c'était quelque chose de novateur, c'est ça. Donc, et puis So aussi. So aussi, que j'ai peut-être un peu moins apprécié. Il y avait Yves Jalta aussi, enfin, effectivement, nous avons voulu donner effectivement une présentation scénique à tous ces gens-là. Et puis le plus grand des plus grands, c'est Étienne Charles, le trompettiste trinidadien qui lui... C'est ça. C'est pour ça que nos festivals peuvent se compléter sans, n'est-ce pas, se concurrencer. C'est deux produits différents. C'est ça. Mais tu dis par contre que le Begin Jazz, ça reste tu fais un aveu pas d'impuissance, mais de réalité. C'est un festival fragile. Ah, complètement. On transpire beaucoup. Oui, mais... Non, mais j'aimerais le rappeler, nous ne sommes pas une institution, nous sommes des militants culturels. Oui. Nous avions une orientation, c'est encore une fois de faire émerger. Moi, je pense rapidement à Patrick Chamoiseau qui avait bien compris ça et qui m'avait dit un jour, la Begin, c'est un vivier, c'est une niche. Tu vois, et c'est ça aussi notre orientation. Comment peut-on être festival culturel et prendre des risques en même temps? C'est pas incompatible? Non, c'est incompatible aujourd'hui. Je crois qu'on est un petit peu fou. On est au bout du oui, je crois qu'on est au bout, absolument. Et il faut absolument que nous trouvions d'autres manières de financer notre festival si on veut le garder. Et parce que autrement, ce ne sera pas possible. Ça sera pérenne. Je peux prendre la parole, vous me l'accordez? Oui. Bien sûr. Pour vous dire que la soirée de demi-finale de la Coupe du monde de football de mercredi a été marquée par des agressions racistes et la mobilisation de dizaines de militants identitaires. Que je ne suis pas très football, mais ça m'a frappé quand même, parce qu'il y avait une telle allégresse autour de ça, et puis... Oui, mais il y a des ultra-droites qui sont des racistes, et donc c'est ceux-là qui étaient à l'origine. Alors, un autre sujet, notre ami, comparse, Eddie Marajo s'est fait encore remarquer, mais moi je pense que ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, en expliquant que des circuits de prostitution et de corruption de mineurs ont été décelés dans le secteur qui relève de la CTM, de la prise en charge d'enfants, de cas sociaux, orphelins et autres qui sont sur le compte de la CTM. Le président Letchimy a ordonné une enquête, de procéder à des contrôles, et qui n'ont rien révélé pour l'instant, mais malgré tout, à toute fin, il a quand même dit de mettre au point pour lui un plan de prise en charge socio-éducative, je ne sais pas ce que ça veut dire, socio-éducative de ces jeunes, et puis surtout de les surveiller le week-end quand ils rentrent dans leur famille. Parce que c'est peut-être que cette prostitution larvée existe au niveau de ces petits. Daniel, tu nous parles de la loi de 1905 ? Oui, la loi de 1905, c'est la loi qui a programmé, qui a organisé la séparation de l'Église et de l'État, et qui a déclaré que l'État était laïque. C'est-à-dire que peut-être que pour les gens, ils ne se doutaient pas qu'avant, l'État payait les religieux, payait les prêtres. Donc par conséquent, en 1905, il y a eu cette loi indiquant que l'État, la République est laïque, et la République ne doit pas ni reconnaître, ni salarier, ni subventionner des religieux. Avec des exceptions, la Guyane et l'Alsace-Lorraine. Oui, mais enfin, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais le principe, c'est ça. Oui. Et la liberté de conscience, c'est l'article 1, la liberté de conscience, c'est le principe. Et donc, le Grand Orient de France, puisque la loi a été adoptée un 9 décembre, donc le 9 décembre dernier, c'était l'anniversaire. Et donc, à cette occasion, le Grand Orient de France a demandé que ces deux articles de la loi de 1905 soient constitutionnalisés. Alors, ce que je note, j'ai remarqué quand même, c'est que ça fait un moment que le Grand Orient demande, c'est-à-dire que régulièrement, il demande ça. Je vérifiais qu'avec, il y a quelques années, il avait... Tu précises quand même que c'est une obédience maçonnique. Oui, le Grand Orient, oui, tu as raison de préciser, le Grand Orient, qui est une obédience maçonnique, de façon assez régulière, demande à ce que ce soit constitutionnalisé, parce que pour pouvoir graver dans le marbre, comme on dit, le fait que l'État soit laïque. Et à certains moments, c'est peut-être utile de le rappeler. Donc ce n'est pas un effet de mode. Non, pas du tout. À la suite de la constitutionnalisation de la loi sur l'avortement. Non, pas du tout. Il y a quelques années, le Grand Orient avait reçu François Hollande, qui avait indiqué qu'il était favorable à cette constitutionnalisation. Donc ça fait des années. Le pape François a sangloté
en évoquant le peuple ukrainien martyrisé lors de son homélie prononcée le 8 décembre 2022 à l'occasion de l'hommage traditionnel à l'Immaculée Conception dans le centre de Rome. Et puis de notre côté, les gens calculent combien de milliards ça va coûter pour reconstruire des installations civiles que l'on pilonne méticuleusement. Enfin, pas on, hein, que la Russie. Oui, mais je les mets dans le même. Moi, je les mets quasiment dans le même. Oui, je vois 40 aujourd'hui, là, ils ont 40 bombardements, 40 missiles qui ont été tirés sur l'Iran. Bon, alors par rapport à ça, parce qu'on n'arrive pas à se départager au niveau des brèves. Ouais. Daniel, tu nous parles des infractions à caractère sexuel. On a des chiffres assez impressionnants. Oui, parce qu'il y a un rapport qui est paru récemment. Il y a 72 000 victimes hors famille. Hors famille. Ah, oui, donc, hors famille. Hors famille. Donc, c'est pour dire que... Et la constatation, c'est de l'augmentation de ces infractions. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui ne parlaient pas et qui parlent davantage. La parole est libérée. D'ailleurs, il y a un pourcentage de faits anciens qui font partie de ces 72 000 cas. Donc, et c'est une bonne chose. Rappelons quand même que les lois ont changé et qu'on a 30 ans après la majorité pour pouvoir dénoncer un certain nombre d'infractions dont on a été victime, et que des victimes qui s'étaient tues pendant un certain temps peuvent s'exprimer. Ce qu'il faut noter, c'est que malheureusement, l'outre-mer est assez bien représenté dans ces victimes, parce que la Martinique, moins que la Guadeloupe, mais les deux font partie des territoires qui sont impactés par cette infraction. Donc c'est un phénomène d'autant plus grave qu'il impacte l'avenir des jeunes, parce que ce sont surtout des mineurs qui sont concernés, et la majeure partie des auteurs sont quand même des hommes. Oui. Ça, c'est une réalité que dévoilent ces chiffres. Ça correspond à 48 300 personnes qui sont auteurs. Parce que c'est 4 000 personnes qui pratiquent de façon suffisamment répréhensible, ces actes reprochables. 48 300 personnes. Selon le groupe de réflexion indépendant Insight Crime, 3 pays des Caraïbes se classent en pole position pour la violence, à savoir la Jamaïque, on le sait un peu, Trinidad et Tobago. Et de façon étrange, moi je ne pensais pas que ce pays-là, Belize aussi, se classe en 3e position. Alors l'analyse est qu'il y aurait des bandes organisées. Ce qui commence finalement ici, on se rend compte qu'ici il y a des bandes organisées. On se voit bien quand ils débarquent à une dizaine, une quinzaine dans les soirées, ce qu'ils sont organisés à l'Oasis ou à l'Espace, oui, ce qui contribuerait à l'insécurité des habitants. Mais, et le rapport d'Insight Crime explique que les habitants des Caraïbes sont confrontés à des niveaux de violence parmi les plus élevés du monde. Ça fait beaucoup comme chose, plus le chlordécone, plus le sable, plus la pollution. Sans vouloir en faire un débat, je remets la question de l'affichage. L'affichage de la violence est permanente. Dans les télévisions, partout. Il y a de la violence et on s'accoutume. Tu banalises. Et oui, moi j'étais effarée quand on montrait dans des grandes surfaces les jouets à Noël, le nombre d'armes qui sont en jouets pour les enfants. Donc c'est un peu... Moi j'ai posé le problème aussi parce que je vois un clip, enfin vous me direz c'est monnaie courante, un clip avec des jeunes en Martinique avec des grosses chaînes, des joints, du champagne. Tu vois, tout ce qui symbolise la dérive, me semble-t-il. Et ces images-là sont permanentes. Comment ne voulez-vous pas que les gens s'abreuvent de ça? Et quand vous vivez dans une famille qui est déjà fragilisée, dans une cité, tu vois, il faut... voilà, enfin, je ne sais pas. Famille qui se trouve généralement en dessous du seuil de référence de 940 €. Daniel, tu traites ça? Oui, alors, on a déjà eu l'occasion de traiter ce sujet à plusieurs reprises. Simplement, il y a eu un rapport qui indique effectivement ce seuil de pauvreté. Là encore, l'outre-mer est largement plus concerné que le territoire continental, puisque un quart de la population outre-mer est concernée par ce seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a un quart de la population des outre-mer qui vit en dessous du seuil de pauvreté. 29% pour la Guyane, un petit peu plus. Voilà, c'est ça, mais la moyenne pour l'outre-mer, c'est 25%, sachant que Mayotte, c'est le territoire où la pauvreté est le plus important. Presque rejoignant les chiffres du monde.
Oui. La pauvreté mondiale. Oui. Et puis aussi que nos villes sont en pole position avec les villes les plus pauvres aussi du territoire. Oui, nos territoire hexagonal. Oui. Alors, il y a un sujet qui sera plus, j'espère, récurrent, c'est celui du cyclotron et le TEPSCAN. Tu développes un petit peu en expliquant ce que c'est que d'abord ces trucs. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'on se souvient quand François Hollande était président, qu'il était venu. Il est venu à la Martinique d'abord, il est allé en Guadeloupe ensuite, et il a dit à la Martinique, vous aurez le cyclotron. Et puis le lendemain, il est arrivé en Guadeloupe, il a dit, vous aurez le cyclotron. Mais la Guadeloupe l'a fait. Et donc, on se demandait, mais pourquoi la Martinique n'a pas son cyclotron? Alors, peut-être que, finalement, d'avoir attendu, c'est pas plus mal, parce qu'il se trouve qu'on a le cyclotron qui est avec un TEPSCAN grand champ. Un TEPSCAN grand champ, il n'y en a que 10 dans le monde. Et la Martinique est donc c'est vraiment l'appareil de dernière génération, le plus moderne qui soit. Ça sert à quoi? Ça permet de détecter les cancers. Et donc, pour le moment, les Martiniquais qui ne trouvaient pas sur place les appareils susceptibles de faire des investigations suffisantes allaient soit en Guadeloupe, soit en France, puisque la Guadeloupe n'a pas non plus des appareils qui sont les plus performants. Là, avec ce cyclotron, qui, je le précise, sera en activité en juin 2023, avec ce cyclotron, avec ce TEPSCAN grand champ, c'est ça qui est l'équipement qui permet de maximaliser les investigations. La Martinique pourra non seulement ses propres patients, mais également ceux de la Caraïbe, parce qu'il y a une association, peut-être qu'on s'en souvient, qui est en cours de finalisation, qui regroupe la Caraïbe sur ces questions de l'imagerie nucléaire. Et donc, on pourra recevoir des patients de toute la Caraïbe, de l'Amérique latine également. En tous les cas, il faut se réjouir pour les patients martiniquais, sachant qu'on a une prévalence des cancers qui est importante à la Martinique, et que tout le monde ne pouvait pas partir, et donc il y avait des pertes de chance, et qu'une fois que le cyclotron sera en activité, on va pouvoir réduire ces risques pour les patients atteints. Deux petites informations. D'abord, l'édifice qui doit recevoir l'appareil n'est pas prêt alors que l'appareil est déjà arrivé. Je ne sais pas où ils vont le mettre. Enfin, un jour, on nous dira qu'il s'est abîmé. Non, je suis... Non. Oui, mais si je te disais qu'on a reçu à 2 reprises des fonds pour le cyclotron, j'ai le dossier, et qu'on a utilisé ces fonds à autre chose, tu diras que j'invente. Eh bien, je le dis publiquement, et que l'on me dise le contraire. Et également que si nous l'avions déjà eu depuis déjà une quinzaine d'années, où les fonds avaient été affectés à ça et utilisés à autre chose, qu'il y a beaucoup de parents, à nous, de familles cancéreuses qui auraient évité simplement la mort. En tous les cas, l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, là, au moment où nous parlons, n'est pas prêt. Alors, on peut voir le monde de façon tout à fait rose, mais on peut le voir aussi à sa juste couleur, savoir qu'il faut qu'on soit un peu plus à nos affaires. Très rapidement, ce n'était pas prévu au programme, mais pour demander des renseignements urgents à la conservation des hypothèques du Loiret ou de n'importe où, on a le résultat par le net en 48 heures. Ici, en un mois, on ne l'a pas. Pour avoir un extrait d'acte de naissance, à Nantes, on a ça maintenant dans les 3 jours et par retour de mail, on vous dit exactement le thème que vous devez payer. Bon, c'est une réalité. Contrôle-la-t-on auprès de Catherine, ta fille adorable et adorée qui est encore avocate, qui dit, parle-lui de notre déficit en services qui sont liés à notre mode de vie, puisque nous sommes en continuité territoriale français. Je crois. Ouais. Daniel, en tous les cas, parle-nous de l'affaire du chlordécone, puisqu'on est dans des singularités angoissantes. Oui, alors, je ne sais pas si vraiment ça ne nécessite... Du non-lieu de l'affaire du chlordécone. Oui, je dis que ça nécessiterait plus un sujet qu'une brève. Simplement, moi, ce que je trouve, en tant qu'avocate, je ne peux pas me donner une opinion sur un dossier que je ne connais pas. Et ce qui me frappe, c'est qu'on parle de prescription. Et il n'y a pas de médias qui ont les moyens pour pouvoir mettre les cartes sur la table pour qu'on puisse savoir quelles sont les données. Quand il y a 2 parties qui avancent, il y a prescription, il n'y a pas prescription, mais qu'on nous donne des dates. Je rappelle
La date butoir, c'est 1993, c'est-à-dire 1993, c'est la fin de l'autorisation, de la prolongation, puisque en France continentale, c'était 90. 93, on ne doit plus utiliser de chlordécone. Donc, c'est le point de départ. Donc, question, à quel moment, quelle est la date de dépôt des plaintes? Quelles sont les plaintes qui ont été déposées? Parce qu'il y en a plusieurs. Même si on a regroupé toutes les plaintes dans un pôle santé à Paris, qui fait que là, on va peut-être donner donc un non-lieu qui est annoncé, programmé. Mais moi, on n'a pas d'éléments. C'est-à-dire que... Et ce que je voudrais... Et encore une fois, ça n'est pas du tout sur le dossier dont je me prononce, mais la notion de prescription, on a l'air de considérer que la prescription, ce n'est pas une chose qui existe. Je prends un exemple. En matière fiscale, vous ne payez pas vos impôts. 3 ans après, le fisc ne peut pas vous les demander si vous ne les a pas réclamés. C'est la prescription. Vous ne payez pas vos loyers. Au bout d'un certain temps, on ne peut pas vous les réclamer. Vous occupez un terrain qui n'est pas le vôtre. Mais vous le faites de façon ostensible, avec des occupations aux yeux de tout le monde. Au bout de 30 ans, vous dites « je suis propriétaire ». En matière pénale, c'est ça qui est vu. Je peux peut-être... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est là que je voulais que tu viennes. Mais au pénal, j'arrive au pénal qui est plus sensible. Quand le président Letchimy demande au président de la République d'agir pour la levée de la prescription si c'est fait, il se trompe. C'est-à-dire que déjà... on ne peut pas demander aux politiques d'intervenir dans le judiciaire. C'est déjà le principe de la séparation des pouvoirs. C'est un acquis de la démocratie. Donc le président ne le peut pas, et heureusement qu'il ne le peut pas. La question de la loi de la prescription, il faut que ce soit le Parlement qui se prononce. Donc ça ne peut être qu'une loi qui pourrait modifier les principes de la prescription. Et de façon générale, pas spécifiquement pour le non-lieu de l'affaire du chlordécone. Et ce que moi j'ai entendu, il est dit, s'il y a prescription, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsable. Ce n'est pas ce que ça veut dire, la prescription. Il y a un responsable, mais on ne peut pas le poursuivre. C'est 2 choses différentes. Et il y a une chose que je crois il ne faut pas oublier, c'est que l'État a une responsabilité qu'il a pris du temps à reconnaître, mais qui a été reconnue politiquement par le président de la République en exercice, mais qui a été reconnu aussi par les tribunaux, puisque je rappelle, on en a parlé ici, qu'en juin 2022, le tribunal administratif de Paris, statuant sur 1240 requêtes de personnes de la Martinique, a dit « l'État est responsable ». Donc, par conséquent, on a une responsabilité de l'État. Et ce n'est pas parce qu'éventuellement, il n'y a pas de non-lieu que ça veut dire qu'il n'y a pas d'action possible. Et je trouve que le problème est traité de façon émotionnelle et non pas de façon rigoureuse. En tant que juriste, on ne peut pas entrer dans cette voie. Encore une fois, je ne dis pas que la prescription est acquise ou n'est pas acquise, mais je dis qu'il faut entrer dans les éléments du dossier et voir ce qui s'applique, en n'oubliant pas que lorsqu'il y a une responsabilité politique, il faut que ce soit les responsables politiques, et c'est l'action des citoyens qui peut obtenir que nos confrères Boutrin et l'ancien bâtonnier, Constant, ont fait une conférence de presse à l'Impératrice où ils ont expliqué la traitement du dossier. C'est le seul article que j'ai vu qui traite effectivement un peu techniquement, un peu ou pro de cette question, où ils ont cité des dates de ce dossier qui tendent à croire que la prescription n'aurait pas été atteinte. Mais non, mais ça c'est un dossier dans lequel on ne va pas entrer. On ne va pas entrer. Simplement, dans un dossier, il faut le contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut tous les éléments sur la table. Oui, c'est ce que le procès fera. Des nanoparticules retrouvées dans 20 produits du quotidien, brosse à dents, Signal Kid, lait infantile Gigose, cosmétiques L'Oréal, Nivea, Labello, pâte à tarte Erta, jambon à Host, etc. Des nanoparticules non étiquetées, parfois non autorisées, dangereuses pour la santé, dénonce l'association Avicenne. Tu plaideras pour Avicenne et pour moi, si jamais nous avons. Je te rappelle que tu es toujours en exercice alors que moi je suis honoraire, donc je ne plaide plus. Et Vakeli, qui a été écroué, j'ai ajouté cette information ce matin, c'est l'une des vice-présidentes de l'Union européenne, a été écrouée dans un scandale de corruption au Parlement européen impliquant le Qatar. Fait de l'argent qui a été donné. Le Qatargate. Oui, le Qatargate, c'est comme ils ont appelé ça. Elle est
alors, pourquoi je parle d'information, c'est que ça ajoute à ça une autre affaire où elle a été mise en cause, une affaire liée à des soupçons de fraude tout court, ça, dans son propre pays. Non, mais on peut préciser qu'on a quand même retrouvé 600 000 euros en espèces. En espèces. Oui. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Ouais, quand même, hein. Ouais. 600 000 euros. 600 000 euros en espèces. Ouais. Avec ça, on fait quelques festivals. Elle a été déchue de sa vice-présidence du Parlement européen, c'est que c'est énorme, parce que et c'est manifeste, et c'est patent. Elle est socialiste, je ne dis pas ça comme ça, avec une arrière-pensée. Elle a 44 ans, elle est détenue en Belgique pour le dossier de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle. Ça fait une tape à l'Europe quand même, hein, vous ne pensez pas? Un petit jingle pour qu'on respire et puis qu'on passe aux actualités. Alors, si l'on en croit les associations protectrices de la biodiversité, l'agriculture intensive, la pêche excessive sont les principes, sont les causes essentielles de la mise en danger de la biodiversité. Il y a bien d'autres causes, je te laisse développer parce que c'est très important. Oui, alors, en ce moment se tient à Montréal la COP 15 sur la biodiversité. On a beaucoup entendu parler de la COP 27 sur le climat. Alors la biodiversité va souffrir de la concurrence du mondial de football parce qu'on en parle beaucoup moins de ce fait. Or, la biodiversité, en fait, c'est tout ce qui touche au vivant. Ouais. Et donc, c'est-à-dire tout qui permet à l'homme, aux animaux, à aux plantes d'exister. Donc, c'est vraiment fondamental dans le processus de vie. Et à l'heure actuelle, on considère qu'il y a 8 millions d'espèces qui existent dans le monde, répertoriées, et il y en a 1 million qui sont en danger de disparition. Et c'est vrai que la pollution, l'agriculture intensive, ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, c'est-à-dire l'urbanisation qui est faite quelquefois en dépit du bon sens, tout cela a une conséquence sur je prends le cas de la surexploitation, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la déforestation, au niveau de la chasse. Donc tout ça a des conséquences. La pollution, c'est la même chose au niveau de l'agriculture. Il y aura des conséquences parce que ça va pénétrer les nappes phréatiques, ça va se déverser dans l'océan. Et donc on a une situation qui est grave, en fait. C'est ce qu'on reconnaît. Et je suis frappée quand je regarde les commentaires sur le fait qu'il y a une discussion qui apparaît un peu byzantine, parce que les discussions qui sont... On est en train d'essayer de délimiter un cadre international dans lequel fonctionner. Et les gens sont en train de discuter avec des termes. Est-ce qu'on est d'accord sur la définition de la biodiversité? Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que le monde est en train de mourir. Et à ce moment-là, alors qu'on est en train de discuter vraiment de questions sémantiques. Du choix du cercueil. Oui, donc ça me... Donc, à l'heure actuelle, les ministres, parce que toutes les discussions qui avaient lieu avant n'étaient pas encore sérieuses, parce que ceux qui doivent prendre des décisions n'étaient pas encore arrivés, ils sont arrivés jeudi, et ils doivent prendre des décisions avant lundi. Mais ce n'est pas très bien parti. Donc il faut encore attendre pour savoir s'il y aura des décisions importantes. Notons quand même sur ce sujet que nous avons à Montréal Coralie Balmy, qui est représentante, qui est l'ambassadeur de Martinique Réserve de Biosphère, et qu'elle représente donc cette association à Montréal, puisque la Martinique est au niveau de la biodiversité, c'est comme on dit, un hotspot. Oui. Donc, c'est important. Et nous aussi, on est menacés notamment par la pollution. Donc, je dirais, affaire à suivre. On verra s'il y a des conclusions qui sont tirées par les ministres de l'Environnement qui sont actuellement présents à Montréal. C'est intéressant ce que tu dis sur la concomitance de la Coupe du Monde et cette COP 15, c'est ça? Oui, COP 15, oui. Qui est liée à la protection de la biodiversité, parce que, en fait, j'ai lu quelque chose, et je vais citer, sur l'écologie, un aspect très philosophique, qui est le suivant. L'écologie est un événement politique et intellectuel d'une ampleur analogue qu'ont pu avoir les Lumières, la Renaissance
ou encore le socialisme. C'est intéressant de porter des choses à ce niveau-là et de voir que des choses aussi importantes peuvent être occultées. En même temps, je ne veux pas non plus porter atteinte à la grandeur et à l'efficacité sur la santé publique, sur la paix dans le monde d'une grande compétition comme la Coupe du Monde. Mais enfin, ça donne à réfléchir quand même. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Encore un petit jingle quoi, pour respirer, si vous voulez bien. Beaucoup de travail pour Danielle Marceline ce matin. Elle va nous parler de fin de vie, de sédation, c'est ça le mot, d'aide active à mourir. C'est quoi tout ça et où en est le débat en France? On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Et on continue à en parler parce qu'il y a des sujets que je sais qui ont été traités, mais que nous remettons à l'ordre du jour parce que c'est important et que surtout que là maintenant la loi va être votée. Alors, c'est d'autant plus important que par rapport à la dernière fois où nous en avions parlé, il y a une convention citoyenne qui a été mise en place et qui a commencé ses travaux cette semaine. Alors, rappelons juste pour que, même si ce n'est pas un sujet qui est très drôle dans cette fin d'année, mais qu'à l'heure actuelle en France, il y a une loi qui est la loi Claes-Leonetti qui permet lorsque quelqu'un a un pronostic vital engagé à très 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 court terme, qu'il a des souffrances très très importantes, qu'il puisse être soumis à ce qu'on appelle une sédation profonde qui va lui permettre de passer le cap sans trop souffrir. Donc, oui, il y a la loi, mais c'est... Mais pourquoi la changer? Mais non, parce que ce n'est pas suffisant. La loi, ça s'applique aux gens, je rappelle, dont le pronostic vital est engagé à très très court terme. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir dans 1 mois, vous allez peut-être mourir dans 10 jours. Donc il y a des tas de personnes qui ne sont pas concernées. Pourquoi aujourd'hui il y a cette convention citoyenne? Parce qu'il y a eu le comité d'éthique qui a dit qu'il était peut-être temps de se poser la question du suicide assisté. Ce qui n'est pas du tout concerné. Mais non, ça n'est pas du tout concerné. Je prends un exemple pour voir la différence. Quelqu'un qui a une maladie diagnostiquée qui est dégénérative, c'est-à-dire que la personne sait toute l'évolution de sa maladie et elle a les premières manifestations, paralysie, et elle sait que ça va se terminer par une paralysie des poumons et elle va étouffer. Donc, cette personne qui n'est donc pas dans le pronostic vital à terme est engagée, mais pas dans les prochains jours. Et cette personne dit, mais je ne veux pas arriver, puisque je sais que je vais mourir dans de grosses souffrances, donc je veux mettre fin à ma vie. En France, elle ne peut pas. Elle peut aller en Belgique, elle peut aller en Suisse, elle peut aller en Autriche, et ça, c'est permis, le suicide assisté. La différence entre l'euthanasie et le suicide assisté, l'euthanasie, c'est le soignant qui délivre le produit qui permet au patient d'abréger sa vie. Le suicide assisté, c'est qu'on met à la disposition de la personne qui veut en finir le produit et c'est elle qui le prend. Alors il y a différentes méthodes, soit on avale des comprimés, soit on vous injecte quelque chose et vous appuyez dessus pour que le liquide soit injecté. Mais c'est une volonté de la personne. Et moi je suis un peu étonnée de voir comment en Europe, même l'Espagne récemment, qui est un pays catholique etc., pourquoi les personnes qui ont les moyens peuvent aller, parce qu'elles savent qu'elles veulent mourir, aller en Suisse, en Autriche ou en Belgique, et pourquoi ce ne serait pas permis en France? Les personnes on craint les dérives, mais il y a, on considère qu'en France, il y a 1000 euthanasies clandestines. Donc ça veut dire que les gens qui ont des connaissances, peuvent arriver à cette fait et pas d'autres. Pourquoi ne pas être plus transparent? Alors la Convention citoyenne, venons-en, c'est comme, je ne sais pas si on s'en souvient, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat. Ça n'a pas gardé un bon souvenir parce que le gouvernement n'a pas retenu peu de choses. Donc, alors, il y a la Convention citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de citoyens, 170 si ma mémoire est exacte, qui sont retenus, qui ont été tirés au sort et qui se réunissent de décembre à mars
et qui vont procéder à des auditions, qui vont procéder à de spécialistes de tout genre. Ils ont commencé par entendre M. Claes cette semaine, et ils vont donner leur... c'est qui, M. Claes? M. Claes, c'est celui qui a donné sa loi, j'ai dit Claes Leonetti. Donc la question qu'on leur pose à la Convention citoyenne, est-ce que vous pensez que la loi actuelle est adaptée ou est-ce qu'elle mérite d'être changée? Et comment? Donc grosso modo, c'est ça, c'est ce qu'on leur demande. Je signale aussi que parallèlement à la Convention citoyenne, il y a des auditions de parlementaires et de professionnels des auditions qui sont faites pour essayer de voir, d'arriver au plus grand consensus possible, sachant que c'est une question où, d'après les sondages, les Français seraient favorables majoritairement à cette évolution de la jurisprudence, mais il y a des organismes et des associations qui sont vent debout contre ça. Donc c'est un sujet qui est quand même un sujet sensible, et il me semble qu'il vaut mieux essayer de donner le maximum d'éléments pour permettre d'avoir une décision transparente et la plus sereine possible. Donc, en d'autres termes, la pratique de la Convention citoyenne te plaît? Ah oui, moi je trouve que tous... Oui, je trouve que dès qu'on a la possibilité de solliciter l'avis des citoyens, c'est une bonne chose, parce qu'à côté des institutions, on vote, on dit bien on vote régulièrement, mais entre-temps, les citoyens ont peu d'occasion de s'exprimer. Je trouve que c'est pas sur tous les sujets, c'est une bonne occasion. Les députés sont là pour ça, non? Oui, mais il est important quand on sait le pourcentage de gens qui vont voter, oui. Donc il est important d'à côté de la représentation qui a tout son poids, c'est-à-dire qu'en définitive, c'est la loi qui sera votée qui doit s'appliquer, mais il est important de s'aider de l'expression de la démocratie participative, tout simplement. Très bien. On parle beaucoup de rencontres, de réunions, et on va confier à Christian Le soin de nous expliquer pourquoi l'Université de la Terre s'est tenue fin novembre au siège de l'UNESCO à Paris, avec 10 000 participants, pas quel de monde, il faut organiser ça, et 300 intervenants de tous les domaines de compétences, avec pour thème « Réinventons la ville ». Maestro, voilà. Que sera le monde dans 50 ans? Voilà. Quels enjeux pour le climat? On en parle. Quels enjeux pour les villes? On sait qu'il y a eu le ministère de la Ville. J'en souviens, le ministère de la Ville qui avait été créé, confié à Bernard Tapie. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Oui. Quelles énergies? Parce que le constat, il est quand même assez prégnant. Des villes comme Lagos au Nigeria, 22 millions d'habitants. Dans 50 ans, 80 millions d'habitants. Wow. Dar el Salem en Tanzanie, 12 millions d'habitants. Dans 50 ans, 80 millions d'habitants. Kinshasa, Congo belge, Zaïre, idem, 80 millions d'habitants. On s'imagine une ville de 80 millions d'habitants. Il faut prévoir les infrastructures, il faut prévoir les aménagements, il faut prévoir la vie, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de prospective. Il faut effectivement s'interroger par rapport à demain. Quand on voit que les équilibres du climat, les équilibres de l'énergie sont assez, aujourd'hui, fragiles, quoi. Alors, question, et puis on peut se demander, est-ce qu'il faut démolir ou conserver l'existant? Alors certains vous diront que les démolitions, c'est une perte de mémoire. Quand on démolit une fontaine, quand on démolit, tu vois, on dit que c'est une fracture mémorielle parce que les ancrages, la transmission fait effectivement que l'innovation permanente peut être déstructurante. Et puis attends, oui. Je crois que j'ai avoir lu ta fiche que tu nous as proposée, c'est que les émissions de gaz à effet de serre se créent beaucoup plus au niveau de la construction. On va en parler. Ouais. Mais j'aimerais dire des citations. Qui démolit sa maison détruit sa famille. Ouais. Qui démolit sa ville détruit son pays. Son âme. Oui, c'est pas faux. Oui. Alors, il faut rénover aujourd'hui. Avec quels matériaux? On voit bien effectivement qu'il y a un épuisement. Et puis de l'autre côté, on fait des constats où il y a des gratte-ciel. Ouais. Combien ça bouffe en énergie? Vous savez, même la défense aujourd'hui, que tout le monde... occupe moins d'espace, non? Si tu permets, la défense, par exemple, il y a des architectes qui disent que c'est des aberrations écologiques. Ah bon? Parce qu'on a constaté, effectivement, tous ces grands immeubles ont besoin d'ascenseurs, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin... Donc, ça consomme en énergie de façon extraordinaire. C'est comme New York, c'est glacial, donc il faut chauffer ça plus. On a observé, effectivement, qu'il y a des dépréciations qui se font. Absolument. Donc, alors, aujourd'hui, il faut éviter ce qu'on appelle les précipitations dans une espèce de modernisation dangereuse.
On voit l'aéroport qui devait être construit près de Nantes, si vous voulez. Tout ce qui est trop gros, tout ce qui est trop costaud, c'est merveilleux, c'est peut-être grandiose, mais qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte en énergie de construction, en destruction, mais aussi en énergie d'alimentation? Donc ce sont des questions qui sont au centre, effectivement, qui ont été au centre de cet échange qu'il y a eu à l'UNESCO. Ça vaut pour les véhicules, car on se bat pour pour les véhicules aussi. Il y a un certain nombre d'opinions qui disent que la voiture électrique, oui, mais enfin, je ne pourrais pas détailler, mais les constats, c'est que tout n'est pas aussi positif qu'on va le penser, oui, puisqu'il y a quand même une consommation d'énergie électrique qui aussi sera... Ce n'est qu'à partir de 50 000 km qu'on commence à effectivement avoir... Tout à fait. Je te remercie parce que... voilà. Donc, on demande aussi... Alors, il y a un certain nombre de prises de position. Il faut résister au changement rapide. Il faut arrêter aussi que les administrations centrales construire des projets toujours aussi gigantesques, si vous voulez, sans prendre connaissance, sans prendre la conscience du terrain. Oui, absolument. Il faut, l'orientation, c'est de privilégier, par exemple, la ventilation naturelle par rapport à la climatisation, parce qu'on dit que dans 50 ans aussi, les besoins de climatisation vont quadrupler. S'il y a le réchauffement climatique, il y a des... Si on continue à construire dans le béton... Il faut revenir à des matériaux locaux, respectueux de l'environnement, privilégier la végétalisation. Donc ce sont un peu tous ces défis. On est déjà à 8 milliards sur la Terre et on voit que voilà, l'augmentation de la population, j'avais peut-être noté, mais en peu d'années, il y a eu quand même un doublement de la population mondiale. Hein. Absolument. C'est extraordinaire. Alors il y a une association qui s'appelle AVAZ, AVAAZ, vous pouvez regarder sur Internet, qui a 70 millions de membres et qui s'est donné pour objectif de donner aux citoyens la capacité de peser sur ces dérèglements actuels et faire en sorte qu'il puisse y avoir une mobilisation pour pouvoir effectivement sauver la planète, quoi. Et puis aussi concevoir des villes qui soient vivables. Parce que vous imaginez que si ça continue comme ça, on ne sait pas... à quel point on va y arriver. Tu parles de ça et moi je vois Fort-de-France, je vois la banlieue, je vois les zones qui sont en train de se densifier. Maintenant il y a des espaces quand même, il y avait des espaces entre les zones qui ont tendance à disparaître, qui sont occupés. Et je me dis que en fait ça nous concerne nous directement aussi, nous la Martinique, en milieu insulaire. Alors, peut-être pas de la même façon, puisque en ce qui nous concerne, on fait notre territoire, nous perdons de la population plus que nous en gagnons. Donc le problème, c'est plus comment dirais-je, l'amélioration de l'existant, puisqu'on n'est pas face à une augmentation de population comme Christian le décrit. Enfin, pour nous, ici. Pour nous, je parle de nous. Juste statistiquement, 1950, on était à 2,5 milliards 500 millions sur Terre. En 2001, 6 milliards. Donc on a doublé en 50 ans. En 2022, on a 8 milliards et en 2050, il y a 10 milliards. Donc c'est vrai que cette croissance de population, qui est inévitable, mais aussi supporte effectivement que nous puissions réfléchir aux conditions, n'est-ce pas, du maintien d'une vie vivable. Sauf bombardement nucléaire. En plus, je ne vais même pas les dire. Écoutez, on a largement le temps de parler de la musique, mais avant un jingle, si vous voulez bien. Alors, tous les musiciens qui pratiquent le Ka jazz, je parle de Ka jazz, Ka, jazz en Guadeloupe, oui, nous c'est le Belay, là-bas c'est le cas, se réfèrent à Gérard Loquel comme étant l'inventeur du jazz moderne guadeloupéen. Mais Christian, toi aussi, à l'une de nos émissions récemment, tu me disais que tu as découvert Gérard Loquel durant tes études. Oui, j'ai découvert Gérard Loquel durant mes études, c'est un guitariste, oui. C'est là que j'ai effectivement pris les premières notes du Goka Jazz. Et là, moi, je suis très intéressé par ça, parce qu'il est toujours intéressant, encore une fois, de puiser dans ces traditions pour aller voilà. Et Gérard Loquel a été un précurseur de ce type de musique, et il a vraiment développé. Alors, le Goka, rappelons que le Goka, c'est 7 rythmes. Hein. Il y a le Tumblak, le Liroz, le Mandé, le Kalaja, le Graj, le Guadjembe et le Woulé. Ça, c'est le Goka. C'est intéressant. Chaque rythme véhicule un message. On dit que le Kalaja véhicule le deuil. Le Tumblak, l'invitation à la fête. Chacun des rythmes a aussi ses pas de danse, a ses propres aussi traductions rythmiques. Les danseurs, soit ils évoluent en solo ou bien soit en groupe. Mais pour revenir à Gérard Loquel, je crois effectivement qu'il y a des hommes comme cela qui ont un petit peu comme Marius Cultier,
qui ont marqué l'évolution des musiques de nos pays. Et Gérard Loquel, il a associé, qu'on le veuille ou non, le goka à l'improvisation, à l'harmonie, au développement mélodique et au jazz. Parce que c'est inévitable. Le jazz est quand même une référence. Il a des ouvrages, il a écrit. Il a écrit des ouvrages, absolument. Donc, il a aussi produit des albums. Il y a un ouvrage qui est paru en 2012 qui s'appelle Goka moderne. Oui, traité de Goka moderne. Voilà. Alors c'est vrai que, et puis ce sont aussi des militants politiques aussi, parce que Gérard Loquel, ses premiers titres, ça a été l'indépendance. Qui est repris. Voilà. Qui a été repris d'ailleurs au CDST à l'occasion du festival. Oui, tout à fait. Par Franck Nicolas, avec ses jeunes. Une interprétation magistrale des jeunes de 15-16 ans qui ont commencé d'ailleurs avec cette œuvre. Oui, c'était vraiment extraordinaire. C'était fort culturellement. C'est l'occasion aussi de citer des gens comme Vélo aussi, qui ont accompagné Gérard Loquel, Robert Loison. Oui. Robert Loison, il a repris un titre de Robert Loison également. J'ai eu la chance d'écouter Vélo, c'était quelque chose d'extraordinaire en Guadeloupe. Il y a une atmosphère, c'était fabuleux. Tu t'es rendu à Les Roses. Oui. Ouais. Et puis il y a Kyo aussi qui a repris, les musiques aussi qui sont de Gérard Loquel. On peut entendre un petit peu de musique. Ah oui, ça aurait été bien, tout à fait. Ouais. Guadeloupéen, Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. À danser le combat pour nous résister. De jour en jour, les blics envahissent nous. Faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, Guadeloupéen, nous tous cadeaux bout, tout ensemble pour nous paix. Sauver pays là et gagner liberté en nous. Sauver pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Oui, c'est le titre L'Indépendance. Tout à fait. Alors, le prochain titre qu'on va écouter, je pense que c'est de la guitare. On va aussi voir un petit peu le côté jazzy. Alors, il a créé le Creole Project en 1998, le Goka moderne en 1988. Et depuis 1976, il travaille pour pouvoir favoriser une autre expression guadeloupéenne à travers effectivement son apport. Quel est le titre du morceau que tu voudrais? Le titre, je ne sais pas si ça s'appelle Live Goka moderne, me semble que c'est ça. On pourrait écouter. C'est vrai, alors on parlait d'Edmond Mondésir aussi, parce qu'on retrouve dans Belle-Nous d'Edmond Mondésir, on retrouve Béatide, tous ces gens de ce groupe. Tout à fait. M4, c'est ça? Oui, absolument. Belle-Nous aussi. Belle-Nous, oui. Ouais, juste un petit mot pour dire encore une fois que historiquement, on avait des musiques rurales qui étaient essentiellement percussives avec du chant. Et puis on voit comment les instruments mélodiques, harmoniques, qui ont pénétré cette musique aussi lui ont donné une autre déclinaison, une autre absolument. Ouais. Et c'est un champ de créativité aussi qui est très intéressant à mon avis. Ouais. Tu veux qu'on entende un peu de musique encore? Je veux bien, bien sûr. Quand tu baisses le ton comme ça veut dire que tu appelles la musique.
juste 2 mots pour dire encore qu'effectivement, on sait que le goka, c'est une musique un peu de rébellion. Oui. Voilà, OK. Et puis, on s'interroge également sur l'origine du titre du nom goka. Alors, il y a 2 hypothèses. Ça venait de gros caran, qui est une unité de mesure ancienne. D'un fût. Des fûts, voilà. Ou bien c'est une percussion africaine qui s'appelait Ngoka. N''Goka. Voilà ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, salutations à Gérard Loquel et puis à tous les modernistes guadeloupéens et martiniquais et guyanais, n'est-ce pas, qui enrichissent notre expression musicale. Ce que je peux dire en tous les cas, c'est que cette musique peut être entendue uniquement sur Radio Rapal, un petit peu sur la radio de notre camarade l'ancienne radio, Ignace, à cette radio. Sinon, et puis dans nos festivals. Begin Jazz, c'est aussi ça, c'est aussi cette orientation. C'est la raison pour laquelle nous insistons, pour passer cette musique qui, dans un premier temps, peut paraître un peu rébarbative, et qui, au bout d'un moment, nous enchante et nous charme, et nous pensons que le public nous fait évoluer, parce que ça nous ouvre l'esprit. Je vous remercie d'avoir supporté ce cours de musicologie. Oh, mais on s'enrichit, donc c'est formidable. Puis ça fait, comme on dit, c'est fondons-nous. Exactement. Christian, merci beaucoup pour ce travail que tu fais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en remerciant quand même David Torres à la technique, Mehdi Moroz, Flore Filias également et Max Moroz qui s'occupe bien de nous. Et en tous les cas, bonne fête de la Nativité si on ne se revoit pas avant. Et puis aussi, nouvelle année. Voilà. Si on ne se revoit pas avant. Voilà. Et on a quand même une petite vidéo de goka moderne pour terminer. Super. Au revoir.